messieurs, je vous remercie d'accueillir, mesdames et messieurs, les bâtonniers des barreaux extérieurs. Mesdames et messieurs, les bâtonniers des barreaux étrangers. Mesdames et messieurs, les secrétaires de la conférence 2015 du barreau de Toulouse. Mesdames et messieurs, les anciens bâtonniers du barreau de Toulouse. Monsieur le représentant du CNB, Monsieur le représentant de la conférence des bâtonniers, et Madame le représentant du bâtonnier de Paris, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Ordre du barreau de Toulouse, et enfin, je vous remercie d'accueillir Madame le bâtonnier du barreau de Toulouse. Je déclare ouverte la 177e séance de rentrée solennelle du barreau de Toulouse et de la conférence. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Madame le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le sous-préfet représentant Monsieur le Préfet, Madame le maire adjoint, Monsieur l'avocat général représentant Madame le procureur général, Madame la première vice-présidente représentant Monsieur le Président du tribunal de grande instance, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, Monsieur le président du tribunal de commerce, Monsieur le vice-président du conseil de prud'homme, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le doyen de la faculté de droit, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités civiles, militaires et religieuses. C'est à la fois un grand honneur et un réel bonheur que votre présence ce soir à cette séance dont vous rehaussez le prestige. Et je vous remercie, Monsieur le Premier Président, d'avoir accepté que cette cérémonie ait lieu en cette grande chambre, chargée d'histoire, puisqu'elle a été inaugurée l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique.
Monsieur le vice-président représentant Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Monsieur le représentant de Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, Madame le représentant de Monsieur le bâtonnier de Paris. Par ma voix, les 1430 avocats toulousains vous remercient très chaleureusement d'avoir, malgré vos occupations importantes, distrait un peu de votre temps et de marquer ainsi la place essentielle que vous accordez à notre barreau. Mesdames et messieurs les bâtonniers et représentants des barreaux d'Andorre, Bologne, Bruxelles, Gand, Genève, Laos, Luxembourg, Sofia, Lausanne et de Montréal. Votre présence nombreuse est source de fierté pour notre barreau. Vous avez, tel Christophe Colomb, franchi les mers, traversé les frontières pour partager pendant quelques heures la vie de la ville rose qui vous en remercie. Mesdames et messieurs les bâtonniers de la conférence des 100 et de la conférence des bâtonniers du Grand Sud-Ouest, nous rencontrons quotidiennement les mêmes difficultés et cela crée entre nous des liens indéfectibles d'amitié. Soyez remerciés d'avoir rallié ce soir notre belle vie. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, permettez-moi de vous remercier avec tous ceux qui travaillent à l'Ordre, et je pense ici notamment à tout le personnel. Sans vous, le bâtonnier n'est rien. Mesdames, messieurs, mes chers confrères, je vais donner la parole dans quelques minutes aux 2 premiers secrétaires de la conférence. Ils sont les porte-voix de notre jeunesse que nous fêtons ce jour et sauront, j'en suis certaine, se montrer dignes du barreau de Toulouse. Les discours des bâtonniers lors de rentrées solennelles se prêtent peu à des envolées lyriques, mais ils révèlent leurs auteurs, car selon Victor Hugo, les mots sont les paravents mystérieux de l'âme. Et pour quelques instants, je vais vous révéler la mienne. Mais avant, conformément à nos usages, il me revient le devoir et l'honneur de rendre brièvement l'hommage qui leur est dû aux avocats décédés depuis l'année dernière. André Didier, né Jolivet, est décédée le 25 juillet 2014. Née après la Grande Guerre, elle fait ses études à Saint-Thomas d'Aquin, rue Nazareth. Son père, mobilisé en 1939, elle doit travailler pour financer ses études, ce qui lui forge un caractère déjà trempé. Brillante, elle prête serment le 20 décembre 1943 et est inscrite au grand tableau le 27 février 1947. À cette époque, le barreau compte moins de 100 avocats, très peu de femmes. Elle assumera avec passion et conviction la défense en 7 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où la défense est engagement et courage, dans ses nombreuses affaires pénales où la peine de mort était réclamée et souvent obtenue. Épouse d'un avocat et mère, elle demande son omission à la fin de l'année 1955 pour s'occuper de sa famille, jusqu'au décès brutal de son mari en décembre 1975. Maître André Didier, mère de 4 enfants, tous encore scolarisés, malgré la douleur, fait face et n'hésite pas. Elle demande et obtient immédiatement sa réinscription au barreau le 1er janvier 1976 et reprend le cabinet de son mari. Femme extrêmement courageuse, elle doit se recycler devant son propre mot à une profession qu'elle a cessé d'exercer pendant 20 ans et qui, entre-temps, a connu la réforme de 1971 qui a changé le métier. En janvier 1982, elle associe son fils, notre confrère Serge Didier. Puis en janvier 1989, fait valoir ses droits à la retraite et obtient un honorariat grandement mérité, elle qui a toujours exercé avec conscience. Le barreau conservera le souvenir de cette grande et belle femme, aux cheveux courts, au regard bleu acier mais limpide comme son caractère, sévère parfois car forte de ses convictions, mais si souvent éclairée d'un sourire profondément humaniste, de cette avocate impressionnante de courage et de détermination qui a montré la voie à tant d'autres. Jean Coste est décédé le 21 février 2015. Né le 2 avril 1927, il rêve d'exotisme et de grands espaces et s'inscrit en même temps qu'à la fac de droit à la préparation à l'École nationale de la France d'outre-mer, ex-école coloniale, mais échoue au concours. Ce sera donc l'avocature. Après un doctorat, il prête serment le 8 décembre 1949 et est inscrit au grand tableau le 1er janvier 1953. Brillant partisan du droit, la réforme de 1971 change sa vie, selon ses propres mots,
puisqu'il constitue un des premiers cabinets de groupe. Il exerce cette nouvelle profession avec enthousiasme jusqu'au 1er juillet 1995, date à laquelle lui est conféré l'honorariat après quelques 45 années de bar émérite. La gentillesse et la simplicité, au sens noble du mot, personnifiés, tel était l'homme et l'avocat. Il se définissait comme égoïste pour n'avoir pas sacrifié sa famille et ses loisirs, dont le sport, à son métier. Et pourtant, il était l'altruisme même, et pour ne parler que de sa carrière, il a donné de longues heures aux autres pour avoir été président de l'UJA, membre du Conseil de l'Ordre, dont il fut notamment trésorier, et administrateur de la CARPA. Mais c'était un homme d'une grande humilité, et son seul orgueil était d'avoir attiré son fils, notre confrère Henri Coste, vers notre profession. Sa connivence avec son épouse Geneviève était totale, et après 60 ans de mariage, ils sont partis tous deux, à quelques semaines d'intervalle, vers le plus mystérieux des voyages. La magistrature a elle aussi été touchée par le décès de Mme Boyer-Campourcy, appréciée de tous les acteurs de la justice. Nul n'oubliera ses qualités d'excellent juriste et sa profonde et chaleureuse humanité. Que la famille trouve ici l'expression renouvelée de nos condoléances. Ces deux avocats décédés dans l'année, comme ceux à qui nous avons rendu hommage il y a une demi-heure par Mort pour la France, se sont battus pour une valeur qui nous est chère à nos gens de justice, celle de liberté. Liberté, mon seul pirate, le mot n'est pas de moi, mais du poète Aimé Césaire. Notre profession d'avocat est un instrument des libertés des citoyens, soyons-en sûrs. Les valeurs de notre serment garantissent en effet la liberté, et il nous faut préserver cette dernière. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Moment solennel s'il en est, la prestation de serment reste gravée en mémoire. Conscient de la gravité du moment, le jeune avocat s'avance, lève la main droite et jure. Datant de 1274, notre serment a pris avec les siècles une dimension plus politique. C'est dans le paradigme français une déclaration d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, contrairement à la plupart des pays où le serment reste contraint à l'autorité. Notre serment est porteur de liberté. La liberté n'y figure certes pas, mais elle ne peut être l'objet d'un serment puisqu'elle en est le fruit. Le serment constitue le socle de notre déontologie, basé sur les principes fondateurs que sont l'indépendance et la confidentialité. Pour l'avocat, le serment n'est pas qu'un mot emporté dans le vent, car il recouvre une réalité concrète quotidienne, avec les principes d'honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie, compétence, dévouement, diligence et prudence. Même s'il n'est pas soumis, par le serment, l'avocat s'engage, pour toute sa vie professionnelle, à l'acceptation sans réserve de ses règles morales et juridiques, envers tous et surtout lui-même. Or, il faut aussi se faire des serments à soi-même, et cela, les tenir, comme le disait Sacha Guitry. 16 principes. Chaque mot claque, empreint de liberté, mais aussi d'obligation, car ces obligations garantissent les libertés de nos clients. Jugez-en plutôt. La dignité. Elle se rapporte à la fois au respect de soi-même et au respect que l'on mérite, c'est-à-dire au respect que l'avocat doit inspirer aux autres par sa noblesse, sa retenue et sa réserve. Elle consiste pour un avocat à donner l'image de respectabilité propre à ses fonctions. Respectabilité vis-à-vis de tous, y compris des magistrats, ce qui offre des garanties de liberté aux justiciables. Première des 5 vertus du serment, elle est une obligation et une quête de tous les instants. Va quérir la dignité en enfer s'il le faut, et refuse l'humiliation même au paradis, a dit le poète Al-Mutanabbi. L'existence même de la personne a pour condition la liberté, et c'est elle qui fait la dignité de l'homme. La conscience. C'est un sentiment profond de l'importance de sa fonction et un jugement de valeur de ses propres actes.
C'est à la fois la reconnaissance de l'importance de la cause et des intérêts que l'on défend et la volonté de bien faire son travail. Souvent évoquée comme une voie, elle désigne le sentiment intérieur d'une norme du bien et du mal. La clause du même nom permet à l'avocat de se décharger d'une mission contraire à sa conscience. Preuve de liberté, elle est aussi une prison intérieure, car plus on a de conscience et moins on a de liberté. Elle est en effet cette voix qui ne nous lâche pas et qui est un juge impitoyable, car la conscience ne peut avoir tort. Elle est seule au-dessus de la crainte, car l'on peut tout fuir, sauf sa conscience. La grandeur de l'avocat se mesure à l'étendue de sa conscience, qui est une garantie de liberté. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande, selon Einstein. La liberté, c'est une forme de la conscience. L'indépendance. Depuis toujours, l'indépendance de l'avocat est une évidence. Il ne saurait être dans un lien de dépendance quelconque, de subordination morale, intellectuelle, juridique ou économique. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l'impartialité du juge. C'est même le premier principe essentiel de la profession d'avocat, lequel doit veiller à en éviter toute atteinte et veiller à ne pas négliger l'éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers. Il doit résister à la complaisance, à son intérêt personnel ou à la pression extérieure. L'avocat doit donc avoir une force de caractère suffisante pour éviter toute influence qui pourrait porter atteinte à son indépendance. Garantie essentielle pour le client, elle est presque synonyme de liberté. L'indépendance de l'avocat est un devoir ardent et participe à la conception de son rôle. Elle est une vertu consubstantielle à la profession. L'indépendance n'est pas un état de choses, c'est un devoir, a dit Vaclav-Havel. La probité. C'est un concept pouvant se définir comme la droiture, l'honnêteté ou l'intégrité. C'est bien entendu tout d'abord l'honnêteté au sens habituel du terme, c'est-à-dire ne pas tromper son client par abus de confiance ou escroquerie. Mais c'est aussi l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire avoir en toutes circonstances une grande rigueur morale. Plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité, selon Diderot. Avoir de la probité, c'est avoir un attachement au devoir de la justice et de la morale, et c'est un gage de liberté pour le client. L'avocat se doit en effet de demeurer sincère, indépendamment de son client. L'humanité. Elle sert à qualifier une attitude de bonté, d'altruisme, de compassion, de bienveillance envers les autres, et qui respecte l'homme dans ce qu'il a d'humain. Dernière vertu du serment, elle n'est pas des moindres, car elle est essentielle dans les relations avocat-client. C'est en effet l'humanité qui permet à l'avocat de défendre des individus ou des entreprises, des victimes ou des coupables, confrontés dans leur vie à des épreuves difficiles ou des situations dramatiques ou angoissantes. Au-delà de ses qualités propres, l'avocat doit faire preuve dans de telles circonstances de compréhension, d'attention, de tact et de bienveillance. L'humanité consiste dans le fait qu'aucun homme n'est sacrifié à un objectif. Garantie essentielle de liberté pour le client, l'humanité ne doit jamais tarir en l'avocat, car, chemin du devoir, elle est consubstantielle à la profession. L'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir, selon Bergson. Je pourrais continuer ainsi en égrenant les principes d'honneur, dont la liberté n'est que le féminin, de loyauté et de délicatesse, de désintéressement et de modération, de compétence. La liberté commence là où l'ignorance finit, selon Hugo, de dévouement et de diligence, de prudence, de confraternité ou encore de courtoisie. Tous sont empreints d'obligations, de contraintes, mais la contrainte délivre et apporte la seule liberté qui vaille, car cette dernière ne se conçoit pas sans limite. Les hommes politiques disent que les abus de la liberté tueront toujours la liberté. La liberté, dans son excès, se détruit en effet elle-même. Alors j'entends bien, mes chers jeunes confrères, vous vous interrogez. Mais que suis-je donc venu faire dans cette profession qui enchaîne, alors que la liberté devrait consister à faire ce que l'on désire? Mais rappelez-vous ce qu'a dit Vitry, j'aime la liberté, au point de lui sacrifier la mienne. Rien ne pose autant d'obligations que la liberté, car elle est un choix. L'existence d'un degré de liberté suppose d'être confronté
au moins une alternative. Et le propre de cette situation implique qu'un libre choix est possible, qui ne peut s'exprimer que par un renoncement aux autres possibilités. Ne dit-on pas que la liberté est faite d'une multitude de renoncements? Ce n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Vous avez choisi ce métier. En prêtant serment, vous vous êtes engagé à respecter à minima ces 16 principes que j'ai énoncés. Et souvenez-vous avec Rousseau que l'obéissance à la loi concerne prescrite et liberté. Vous êtes libre, mais vous trouvez votre loi dans votre liberté même. Et dans ce métier que vous avez choisi, votre liberté est celle des autres. Car selon l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Notre liberté commence par celle des autres. Quand on est avocat, cela va même au-delà. Car on ne peut avoir sa liberté pour objectif qu'en l'associant à celle des autres. La vraie liberté se réalise en se mettant au service des autres. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, a dit Nelson Mandela. Il était avocat. Vous êtes gens de justice, mes chers jeunes confrères, et savez que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais ce qu'on a le droit de faire, car elle est les limites que lui impose la justice. La liberté est le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent, mais elle est aussi ce qu'on a le devoir de faire. Mais précisément parce que vous êtes gens de justice, et que la liberté ne peut exister sans justice, elle ne peut exister sans vous et sans votre liberté. Ces 16 principes sont des principes de liberté, car il n'y a pas plus de morale que d'éthique sans liberté. Vous êtes l'avenir, et il vous appartient de respecter ces principes et de les faire respecter, afin de préserver la liberté qui est souvent menacée. Il vous faudra du courage et lutter contre la fatalité. La liberté n'existe que là où l'intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité, selon Roger Coyot. Il nous faut en effet préserver la liberté. Est-ce donc plus urgent que de leur donner la liberté d'esprit, s'interrogeait Sartre? Pour le pouvoir et l'État, qui est ombrageux par nature, on doit se méfier de la liberté par essence. Souvenez-vous d'Hugo. Le peuple a certes droit à la liberté, mais il n'a pas de droit sur la liberté. Ainsi en va-t-il pour notre ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Il s'est mis en tête, pour retrouver de la croissance, de réformer à marche forcée notre profession, dont il juge les prétendus avantages archaïques, alors que nous sommes par essence soumis au jeu positif de la concurrence. Exit la postulation au TGI, alors que nous sommes les garants de l'accès au droit par notre maillage territorial et des libertés individuelles, en assurant chaque jour, chaque nuit, 24 heures sur 24, une assistance en garde à vue, devant le juge des libertés ou de la détention, ou encore en comparution immédiate. Voit-on se profiler une justice et une liberté à deux vitesses, avec d'un côté de grandes firmes dans les ressorts de cours d'appel et bientôt de métropoles de région, et de l'autre, ailleurs, des avocats qui tenteront de survivre? Quel jeune avocat ira s'installer dans un barreau de cour d'appel? Nous allons tout droit vers des déserts juridiques, car il n'y aura plus d'accès à la justice sur les territoires. Non, Monsieur Macron, nous ne pouvons accepter cette réforme, car elle met à mal le fondement même de notre déontologie, notre indépendance, garantie essentielle des libertés des justiciables. Non, Monsieur Macron, la liberté ne se marchande pas. Nos clients ne sont pas réduits à de simples consommateurs. La justice n'est pas un produit, c'est un droit fondamental. Non, Monsieur Macron, nous ne sommes pas soumis à l'impérium de l'argent et à l'appétit du lucre, car par notre serment, nous avons accepté les principes d'humanité et de modération. Non, Monsieur Macron, nous ne sommes pas animés par l'idée du profit, mais par l'idéal de justice. Finalement, non, Monsieur Macron, nous ne dépendons pas de vous. Nous sommes certes prestataires d'un service intellectuel, mais nous sommes avant tout auxiliaires de justice. Où êtes-vous, notre ministre de tutelle? Vous qui écriviez le 8 décembre dernier dans le journal Le Monde que le droit n'est pas une marchandise soumise au marché. Vous qui disiez « Il est apparu un moment incertain que la libre installation, la libre concurrence, la liberté tarifaire serait de nature à faire baisser les prix et à libérer du pouvoir d'achat.
Cette liberté janissaire a vite révélé ses faux semblants. Que ce moment est long, madame, et que ces faux semblants sont devenus des vérités assénées. Il est loin le temps pourtant si proche où vous nous teniez à notre convention nationale à Montpellier des propos un peu méprisants sur Emmanuel Macron, ce jeune ministre qui devait grandir. Depuis et désormais, c'est lui le patron, pour reprendre le mot de Jean-Marie Burgu-Buru, ancien président du CNV. Le peuple n'a pas de droit sur la liberté. Ainsi en va-t-il pour notre Premier ministre. Alors qu'on nous promettait la concertation et le dialogue, la libéralisation vantée par la loi sur la croissance et l'activité, dite l'ordre Macron, a été votée en force par l'utilisation de l'article 49 alinéa 3. Or, donner la liberté à un monde par la force est une étrange entreprise pleine de choses mauvaises. En la donnant, on la retire, selon Jean Jaurès. En outre, si la force n'est par violence, à terme, elle meurt par liberté. Ainsi en va-t-il également pour notre ministre de la Justice, Christiane Taubira. Il est une ancienne dans les discours des bâtonniers, c'est le budget misérable de la justice en France et notamment de l'aide juridictionnelle. Y a-t-il quelque chose de plus complexe et de plus noble que de défendre la liberté? Imaginez l'investissement en temps, en travail intellectuel et l'implication en termes de responsabilité morale pour défendre un homme devant le juge des libertés et de la détention, le JLD. Or, savez-vous que défendre la liberté d'un homme devant le JLD est indemnisé 47,04 € brut, je dis bien 47,04 € brut, dont il faut retrancher à minima la moitié pour payer nos charges prélevées par l'État, sans compter les impôts, mais à ce tarif-là, on n'est plus assez riche pour payer des impôts. Oui, Madame Taubira, nous ne sommes pas animés par l'idée du profit, mais nous ne sommes pas des philanthropes. Oui, nous avons un principe de désintéressement, mais nous ne pouvons accepter l'aumône. Oui, nous défendons les libertés, mais nous avons des principes de dignité et d'honneur. Oui, nous avons un principe de dévouement, mais nous ne sommes pas sacrificiels. Oui, Madame Taubira, nous avons accepté des discussions sur l'AJ, mais nous ne pouvons accepter le diktat de Bercy qui refuse d'augmenter depuis 2007 l'unité de valeur qui nous indemnise. Oui, nous savons que l'État doit faire des économies, mais la justice n'est pas un bien de luxe. Finalement, oui, Madame Taubira, la liberté ne se marchande pas, et vous devez nous donner les moyens de la faire respecter. Ainsi en va-t-il toujours pour notre ministre de la Justice, Madame Taubira, avec le projet de réforme de la justice du XXIe siècle. Oui, Madame, la justice du XXIe siècle doit être un instrument de libéralisation. Mais non, ce ne doit pas être de déjudiciarisation. Car la liberté, ce n'est pas moins de justice. Au contraire. Dans notre société policée, nous ne supportons plus les conflits, car nous ne savons plus les assumer. J'en veux pour preuve la quasi-disparition du divorce pour faute. Oui, les modes alternatifs de règlement des conflits ou le guichet d'accès unique au droit sont des éléments de conciliation. Mais non, Madame, ils ne doivent pas être les paravents d'une justice qui cache sa misère financière. Le besoin de justice et de liberté de nos concitoyens est immense. Et la liberté n'est possible que dans un pays où le droit l'emporte sur les passions, selon le philosophe grec Zénon d'Élée. Or, la justice est la liberté en action, et nos compatriotes ont besoin d'avocats, de magistrats, de juges pour protéger leur liberté. Malraux lui répond: si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Le peuple a certes droit à la liberté, mais il n'a pas de droit sur la liberté. Ainsi en va-t-il pour notre ministre de la Défense, Bernard Cazeneuve. Alors que l'Amérique vient de refuser de reconduire le budget écoute de la NSA, la France, pays des droits de l'homme, vient de voter en procédure d'urgence et presque en union nationale une loi liberticide sur le renseignement. Sous l'émotion légitime des attentats des 7 et 9 janvier 2015 et au motif d'encadrer des pratiques jusqu'ici illégales des services de renseignement, cette loi autorise des écoutes de masse bien plus intrusives. Jugez-en plus tôt. Sans l'autorisation d'un juge, les services pourront poser des micros dans un appartement ou un véhicule et installer des balises GPS pour écouter des communications téléphoniques. Utiliser des IMSI catchers, soit un dispositif qui permet d'écouter toutes les communications téléphoniques comme électroniques dans un rayon d'1 kilomètre. Espionner les données de géolocalisation, lieu de domicile,
de travail, de fréquentation, récupérer les métadonnées des échanges électroniques, c'est-à-dire qui envoie un message, à qui, où, quand et sur quel support. Surveiller le clavier d'une personne, ce qui permettra de savoir ce que l'on tape. Espionner tout Internet à la source par la pose de boîtes noires chez les fournisseurs d'accès et hébergeurs, avec pour objectif de détecter des comportements suspects sans que ces derniers soient précisément définis. Des centaines de milliers de personnes vont être suspectées. Vous avez des craintes? Attendez. Les domaines d'application de ces écoutes sont extensifs, allant certes du terrorisme, mais aussi à la criminalité organisée et même à la prévention des violences collectives, sans que ces domaines soient précisément caractérisés, laissant ainsi une trop grande marge d'appréciation. Vous avez des craintes? Attendez. Les écoutes seront autorisées par le seul Premier ministre, sur simple avis d'une commission de 9 membres dont le mode de désignation indépendant n'est pas assuré et dont l'avis pourra ne pas être suivi, voire même demandé en cas d'urgence décrétée. Vous avez des craintes? Attendez. La Commission pourra saisir le Conseil d'État, certes, mais a posteriori, comme tout citoyen qui n'aura pourtant pas droit à un avocat. Mais même si le Conseil d'État invalide une procédure, le secret défense prévaudra et on ne saura jamais quels renseignements ont été collectés. Et la loi ne prévoit pas de sanctions. Vous avez des craintes? Attendez. La loi indique l'autorisation de surveiller un individu, un groupe ou toute personne en contact avec ces derniers. En somme, n'importe qui pourra être épié. La loi est fondée sur une présomption de culpabilité et permettra de recueillir des millions de métadonnées sur des gens qui pourraient connaître des gens qui pourraient avoir un profil suspect. Ainsi, pourront être épiés sans autorisation et sans sanction des magistrats, des avocats, des parlementaires, toute profession protégée jusqu'alors par le Code de procédure pénale. Je vous laisse imaginer ce que l'on peut faire contre des adversaires politiques. Si pour certains la première des libertés est la sécurité, l'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Non, M. Cazeneuve, ce n'est pas nous qui le disons, mais Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Avons-nous tant régressé? Cette loi porte une atteinte irrémédiable à la vie privée. Non, M. Cazeneuve, ce n'est pas nous qui le disons, mais les juges antiterroristes, le Conseil national du numérique, Monsieur le défenseur des droits, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, Charlie Hebdo. Cela va beaucoup trop loin. Au prétexte d'une manifestation, on pourrait écouter tout un chacun. L'ensemble des citoyens constituera une cible potentielle du contrôle. Il faudrait au moins en limiter la portée, en exigeant par exemple l'autorisation d'un juge. Non, M. Cazeneuve, ce n'est pas nous qui le disons, mais les magistrats unanimes, au travers de tous leurs syndicats, y compris celui des juridictions administratives. Le dispositif reste profondément déséquilibré. Lorsqu'on accroît les techniques de collecte, il faut accroître les modalités de contrôle. Ce n'est pas parce qu'il y a un impératif de sécurité qu'on doit oublier l'état de droit. Non, M. Cazeneuve, ce n'est pas nous qui le disons, mais Mme Isabelle Falde-Perrotta, présidente de la CNIL. Ceux qui sont prêts à sacrifier une liberté essentielle pour acheter de la sûreté passagère ne méritent ni l'un ni l'autre, et une liberté qui ne s'emploie qu'à nier la liberté doit être niée. Non, M. Cazeneuve, ce n'est pas nous qui le disons, mais Michel Étienne de Montaigne et Simone de Beauvoir. Il ne s'agit pas d'empêcher les services de renseignement de faire leur travail, mais il manque un contrôle démocratique. Cette loi refuse tout droit de regard indépendant du pouvoir de l'exécutif et donc du politique. Or, face à l'État, on a besoin de garanties et pas de confiance. L'essence même de la démocratie le réclame. La liberté ne s'écoute pas. Oui, M. Cazeneuve, c'est nous qui le disons. Le peuple a certes droit à la liberté, mais n'a pas de droit sur la liberté. Ainsi en va-t-il pour la Cour d'appel de Paris qui a validé la légalité des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat et celle de ce dernier avec son bâtonnier. Devant la Chambre de l'instruction avait été soulevé le fait que les conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat devaient être strictement couvertes par le secret professionnel. Mais la Cour a estimé que le principe de confidentialité des échanges entre l'avocat et son client est inopérant et s'efface au regard des règles de procédure pénale. La Cour affirme que lors des écoutes, Maître Thierry Herzog n'était pas le tiers conseil désigné de Nicolas Sarkozy, qui lui-même n'était pas partie à la procédure. En clair, puisque Nicolas Sarkozy n'était pas mis en examen, il n'avait pas d'avocat.
A également été soulevée la nullité de l'écoute d'une conversation entre maître Thierry Herzog et son bâtonnier. Les juges étaient habilités à la retranscrire, estime la Cour. Cette conversation ne relevait pas de l'exercice des droits de la défense entre un avocat et son client mis en examen. En dehors de la personnalité des mises en cause et de toute polémique politique afférente, cette affaire est extrêmement inquiétante. Oui, mesdames et messieurs, c'est la loi de 1971, modifiée le 31 décembre 1990, qui rappelle que le secret professionnel couvre toute matière dans le domaine de la défense et dans celui du conseil, quels qu'en soient les supports. Oui, le secret professionnel de l'ordre public depuis le XIXe siècle. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes revenus au temps où il était donné une interprétation restrictive au secret professionnel, en le limitant à l'exercice de la défense devant les tribunaux, et encore en l'espèce devant les tribunaux pénaux, au mépris de l'activité de conseil pourtant protégée par la loi. Oui, le secret professionnel est une protection du client de l'avocat, qui peut et doit lui faire de libres confidences en toute sécurité. Oui, par nature, l'avocat est le confident nécessaire du client. Et cet avocat peut tout confier en secret à son bâtonnier. Il en va de leur liberté respective. Oui, mesdames et messieurs, le secret professionnel a toujours été une des règles les plus fondamentales de l'exercice de la profession d'avocat. Écoutez Voltaire. Dire le secret d'autrui est une trahison. Il était si proche de Toulouse lors de l'affaire Calas. Alors oui, dussions-nous nous cramponner à la barre du radeau de la justice. Nous tempêtons, éructons, salivons, protestons et nous indignons. Car si cette parole n'est plus protégée, alors c'en est fini du métier d'avocat, comme le dit si bien Éric Dupond-Moretti. Alors, pour répondre aux philosophes, ce n'est pas leur nuire que de donner la liberté d'esprit aux gens. Si pour l'État, il ne s'agit pas de tuer la liberté individuelle, mais de la socialiser, l'histoire de la liberté, c'est l'histoire des limites du pouvoir de l'État, a dit le président Wilson. Mais la grande force de notre démocratie, régime de liberté, c'est que chacun est encore libre de clamer qu'il ne l'est pas. Parole, esprit et liberté sont sous trois aspects une seule et même chose. La liberté est sacrée et l'homme n'est homme que par sa liberté. C'est ainsi que pour finir, je reprendrai la phrase de Paul Éluard. Et par le pouvoir d'un mot, je suis né pour te connaître.